il y a un moment à Tabou, il devait avoir une cérémonie d'hommage à ta personne qui a été interdite par le PPACI. En France, il devait avoir une cérémonie d'hommage à ta personne qui a été interdite encore une seconde fois par le PPACI. Mais je pense que M. Awa Domelo, que Dieu me pardonne et qu'on me pardonne cette expression, cette trivialité, mais il devrait porter ses couilles. Tu veux te présenter, lève-toi, va te présenter clairement pour dire oui, je me présente comme toi parce que j'estime que franchement, tu es aspiré aujourd'hui. Mais tu peux pas aujourd'hui venir sur les plateaux de télévision, venir dire devant la nation ivoirienne que oui, il faut qu'on mette le Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Tu ne peux pas venir sur les plateaux de télévision pour dire que Laurent Gbagbo a été spolié, tout et tout. Et puis, tout à coup, soudain, brusquement, tu es oué par le Saint-Esprit qui va venir te parler et toi, tu vas sortir un courrier que tu dis que oui, tu as envoyé. Non, Kokora, à la vérité, le communiqué du PPACI, quand ils disent qu'on n'a pas reçu le courrier, je pense que quelque part, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Pourquoi je dis cela? Parce que la lettre de Awa Domelo, ce n'est pas une lettre adressée à Laurent Gbagbo, mais c'est une lettre ouverte. C'est vrai que la lettre ouverte, c'est son rôle. Mais on est dans un parti politique. C'est pas dans une lettre ouverte que tu vas t'adresser à quelqu'un pour dire bon ok, changeons de stratégie, faisons ceci, faisons cela. Moi, de mon point de vue, j'estime que Awa Domelo, en lançant ce pavé dans la mare, il vient pour il dit qu'il veut comment on appelle ça, une solution de je sais pas quel est le terme exact qu'il a utilisé là même là, j'ai oublié le mot. Vous pouvez me rappeler le mot s'il vous plaît? Putain, le mot là, pardonnez, rappelez-moi le mot. Il a dit quoi? Candidature de voilà, au lieu de candidature pour moi, il dit qu'il veut une candidature de précaution, mais pour moi, c'est une candidature de division parce que tu viens créer le désarroi dans le camp du PPACI, ça c'est la première chose. Tout le monde connaît moi ma position vis-à-vis du PPACI, mais je trouve que sa démarche vraiment, elle n'est pas noble, elle n'est pas louable. Peut-être que toi, Kokora, en tant que RAGP, toi ça t'arrange. Toi, peut-être ça peut t'arranger, mais honnêtement, en l'état actuel des choses, c'est pas à 3 mois d'une élection qu'on sort ce genre de pavé, qu'on le jette dans la mare. Non, c'est pas juste. Peut-être que tu trouveras que oui, mon positionnement était un peu à gauche, mais on a... Daouda, pardon. Ça dit, avant que l'autre nous parle, Daouda, ton mot Daouda. Alors, non, en fait, en réalité, moi je suis d'accord avec toi sur certains points. Mais dans le fond, si Awa Domelo, c'est-à-dire tu as vu malgré les brimades, si je peux m'exprimer ainsi, quand il disait qu'il a essayé d'organiser des cérémonies, mais il en a été empêché, mais il est resté collé à l'objectif de tout le monde en disant on se bat pour que Laurent Gbagbo puisse être notre candidat et que son nom soit sur la liste électorale. Donc il a mené la bataille jusqu'au bout par solidarité à Laurent Gbagbo. Mais il dit, à quelques mois des élections, il est clair que le dialogue tant recherché avec le régime en place semble être impossible. Mais si le dialogue est impossible et que le régime donc ne pose aucun acte pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, Daouda, on fait quoi? Et il faut répondre à cette question. On fait quoi? Si, bien au contraire, M. Domelo n'avait pas été solidaire, M. Laurent Gbagbo, depuis 2020, 2021 jusqu'en 2024, 2025, on aurait pu dire, mais il a lâché M. Laurent Gbagbo, il ne s'est pas battu avec lui pour que le monsieur recouvre son honneur. Mais en tant que soldat de Gbagbo, il s'est battu avec lui jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où il n'y a pratiquement plus de solution. Vous prenez un chemin et que Daouda, le chemin semble être bouché, mais il faut chercher un autre chemin. On ne va pas rester bloqué devant le bouchon et ne pas avancer. Donc, la position dans laquelle il est, c'est ça. Deuxième chose, la lettre a fuité, ce n'est pas une lettre ouverte. Même quand tu reprends le communiqué du PPACI, ils disent qu'ils ne comprennent pas la fuite donc, de cette lettre. Voilà pourquoi ils accusent le RADP. Sinon, quand vous lisez le communiqué, quel est le rôle du RADP? Mais ils accusent le RADP de ceci ou de cela. La lettre n'a pas fuité. Et quand il lit l'article de RFI, RFI dit qu'il y a une réunion à 3, selon Domelo, où il y avait Danon Djedje, je crois Katina Kone, ou à 4 ou bien en tout cas, Hubert Oulaye.
Tu vois, ou bien là, et en tout cas, 4 ou à 3, ils ont eu cette réunion où Dombelo a posé le problème et les autres n'étaient pas d'accord avec lui. Tu vois, donc en fait, c'est pas une lettre ouverte qu'il a écrite dans un journal, mais c'est une lettre, et même il paraît qu'il a remis ce courrier main en main au camarade président, Laurent Gbagbo. Mais la lettre a fuité. Qui l'a fait fuiter? Est-ce que c'est Aoua Dombolo lui-même qui a fait fuiter la lettre, ou bien c'est l'entourage de Laurent Gbagbo qui a fait fuiter la lettre? Voilà la situation dans laquelle les gens sont. Hein. Et donc, pour ne pas être long, j'ai dit, sa démarche, non, ça parce que je suis RADP, tu sais que moi, je suis honnête. Mais sa démarche, à sa place, vraiment, je l'aurais comprise. Parce que, lorsque la situation est, et vous savez, sauf si on est naïf, Daouda, que, à 3 mois des élections, quand il y a la démarche du président et du pouvoir du gouvernement, toi-même, tu es d'accord avec moi que, s'il continue dans ça, là, c'est pour boycotter les élections. Parce qu'il n'y aura pas une loi d'amnistie. Et même s'il y a une loi d'amnistie, il faut aller plus loin pour organiser une RLE, pour permettre à M. Gbagbo d'être sur la liste électorale. Parce que la RLE, elle... Kokora, est-ce que tu permets que je lise l'article de RFI, s'il te plaît, pour tout le monde? Voilà, ça fait 2 minutes de lecture. 2 minutes de lecture. Okay. Je lis l'article rapidement avant de prendre la route. Présidentielle en Côte d'Ivoire, dans une lettre à Gbagbo, le vice-président du PPAC appelle à élargir le jeu. En Côte d'Ivoire, à un peu plus d'1 mois de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle d'octobre, une voix s'élève au sein du PPACI pour plaider en faveur d'une stratégie de précaution. Dans une lettre ouverte adressée à l'ancien président Laurent Gbagbo, absent de la liste électorale depuis 2020, Aoua Dombelo, vice-président du PPACI, appelle à élargir le jeu au sein du parti en autorisant d'autres candidatures. Une sortie qui n'a pas laissé le parti indifférent. Je continue, putain. Où le reste de la date? Ok, ça est là. Voilà. C'est une stratégie dite de précaution que défend Aoua Dombelo. L'ancien ministre propose que 2 ou 3 cadres du PPACI déposent leur candidature pour éviter que le parti ne soit écarté du scrutin si Laurent Gbagbo reste inéligible. Et on ouvre les guillemets, c'est Aoua Dombelo qui parle. Ce ne sont pas des candidatures de substitution, écrit-il. Puis d'ajouter, elles deviendront caduques si une solution politique permet à Laurent Gbagbo de se présenter. Dombelo suggère aussi la tenue d'une convention extraordinaire, chargée de désigner le candidat du parti parmi ceux qui partiront au filtre du Conseil constitutionnel, selon ses mots. Aoua Dombelo met en garde contre un éventuel boycott qui, selon lui, affaiblirait durablement le PPACI et le priverait de toute influence politique. Contacté par RFI, il confirme avoir bien adressé cette lettre, mais dans un communiqué publié cet après-midi, la direction du parti se dit surprise, assurant que le document n'a jamais été enregistré ni soumis aux instances du PPACI. Le parti réaffirme que Laurent Gbagbo reste son unique candidat désigné pour la présidentielle d'octobre. Problème, l'ancien président est toujours inéligible, radié des listes électorales depuis 2020 après sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la PCAO. Fin de l'article. Quand j'ai fini de lire cet article, pourquoi j'ai voulu lire l'article pour que tu comprennes mieux? C'est RFI qui confirme, parce que quand le PPACI a essayé de le faire passer pour un menteur, il confirme à RFI qu'il a effectivement envoyé une lettre. Dans le chapeau de l'article, c'est clairement écrit que c'est une lettre ouverte. Or, Kokora, permet que je puisse aussi, au même titre, te donner la définition d'une lettre ouverte pour, non, Daouda, pas seulement pour toi. Toi, je le sais que tu le sais. Non, je sais que tu le sais. Non. En fait, le problème, moi, je vais poser une question. Si M. Dombelo a fait une lettre ouverte, mais le PPACI n'a pas écrit qu'il n'a jamais reçu de... Parce qu'une lettre ouverte, comme tu le sais, l'objectif n'est pas d'être adressé directement, déposé au secrétariat. Donc, on n'a pas besoin pour clarifier, pour dire nous n'avons jamais reçu de lettre. On est au moins d'accord. C'est-à-dire le fait que parce que le PPACI, pourquoi le PPACI est sorti? C'était une lettre ouverte là, soit le PPACI allait réagir. Parce que si tu lis tout le communiqué du PPACI, tu vas comprendre qu'il parle même de fuite dans la presse. Or, une lettre ouverte, ce n'est pas une fuite. L'objectif, c'est de mettre ça dans la presse. Donc, on ne parle pas de fuite. Donc, il y a une grosse... C'est qu'il y a effectivement, comme tu le dis, il y a une fuite. Voilà, si tu peux retrouver le communiqué du PPACI et que tu peux le lire, on verra tout ce que, en réalité, le PPACI est en train de clarifier les choses pour dire qu'il n'a jamais reçu de courrier.
venant donc de M. Awa Dombelo. Awa Dombelo n'a pas parlé de lettres ouvertes. Je crois que c'est RFI qui parle de lettres ouvertes parce qu'effectivement, c'est sorti dans la presse. Mais est-ce que ça a été... c'est sorti dans le journal de Guillaume Bateau. De Guillaume Bateau. Moi-même, j'étais hier avec Guillaume Bateau à NCI, où j'ai discuté avec lui, effectivement. Mais je lui ai même demandé comment tu as eu la lettre. Il n'a pas répondu. Ça veut dire que ce n'est pas une lettre ouverte. C'était une lettre ouverte, il allait dire non. Moi, c'est une lettre ouverte qu'il a faite. Et la lettre ouverte, même d'ailleurs, ça allait sortir dans beaucoup de journaux. Ça, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir. Moi, en fait, la question que je pose, si c'est Guillaume Bateau qui l'a reçu, moi, je suis sûr d'une chose, Okura. En tant que journaliste, Guillaume Bateau ne donnera ça sous sa personne. Jamais. Mais je suis sûr, et jamais il ne le fera. Mais je suis presque sûr et certain que si la lettre s'est retrouvée dans le journal de Guillaume Bateau, ça m'étonnerait que ce soit le PPACI qui l'ait donné à Guillaume Bateau. Je te disais, je te dis la politique là. Rien ne te dit que ceux même qui sont autour de Gbagbo là, tout le monde est d'accord avec la démarche. Mais vraiment, c'est voilà. Et Guillaume Bateau, pour avoir été au PPACI et au FPI, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas encore des amis là-bas. Il a des amitiés, il a des amitiés, il a des amitiés. Voilà. Donc c'est là où je vais m'arrêter. Mais en fait, s'il a des amitiés au PPACI, ça sera forcément quelqu'un qui est au PPACI, mais qui est sûrement proche de Awa Dombelo, qui a fait fuiter ça. Maintenant que le débat a été supplanté, les gars, vraiment excusez, je sais que vous faites beaucoup de demandes, mais aujourd'hui là, vraiment pardonnez, on va rester à 4. Vraiment pardonnez. Parce que le panel là, ça va pas durer, ça va aller très vite. Donc, je vais laisser la parole à Serge Assé. Après, président Parigo, Ismo, et puis Kokora, parce que moi-même, j'ai participé au débat le temps d'arriver à la maison. Donc, Kokora, c'est tu as la parole. Il n'y a pas de gestion de temps, mais je souhaiterais que dans la prise de parole aussi, on soit mesuré aussi, en pensant aux autres, en sachant que le panel ne va pas durer en fait quoi. Voilà. Donc, c'est tu as la parole. Ok, alors merci, bonsoir à tous. Kokora, ça fait un bout, hein. Alors, pour la première fois, oui, ok. Pour la première fois, je te sens défendre quelqu'un du PPACI avec beaucoup de vigueur. J'espère que c'est pas lié au sang, hein, parce qu'on dit que le sang est un élément très fort. Voilà, j'espère que c'est pas lié à nos voisins amis. Voilà. Mais bon, c'était juste pour rigoler là. Alors, concernant le courrier de Awa Dombelo, bon, je vais dire c'est un courrier qui est adressé, comme lui-même il a dit, au président. Bon, comment ça s'est retrouvé dans la presse? Toujours est-il que ça s'est retrouvé dans la presse. Voilà, c'est le plus important. Est-ce que c'est lui-même qui a fait fuiter? Est-ce que c'est des sources internes? Bon, bref, je pense que peut-être que c'est l'effet que lui-même aussi il escomptait. Voilà, je pense qu'il doit pas être très innocent dans la divulgation de cette lettre-là. Voilà. Mais en tout état de cause, c'est déjà sorti. Donc, c'est devenu un fait politique, un fait public. On doit l'analyser. Alors, par rapport aux propositions qu'il fait, vous savez, il faut qu'on soit clair, hein. Notre position, qui est que le président Laurent Gbagbo est notre candidat, là, ça obéit à un certain nombre de valeurs. La première valeur, c'est que on n'accepte pas de plier l'échine face à l'autocratie. C'est-à-dire que face à une dictature, ce n'est pas de plier le genou là qui est la solution. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, notre vision est incarnée à l'heure où je vous parle. La vision que le PPACI a pour la Côte d'Ivoire là est incarnée aujourd'hui dans une seule personne. C'est Laurent Gbagbo. Pour l'instant là, il y a pas quelqu'un qui incarne notre vision. Peut-être que demain, quelqu'un d'autre incarnera cette vision. Mais pour l'instant là, c'est le président Laurent Gbagbo qui incarne notre vision.
Et c'est pas parce que il est beau ou bien il n'est pas beau qu'il incarne notre vision. Non. C'est parce que l'homme porte en lui un certain nombre de valeurs. Et son expérience politique nous a démontré que c'est lui seul aujourd'hui qui a même de porter notre vision de la Côte d'Ivoire. Troisième et dernière chose, pour ne pas faire long, en général, le réalisme politique dont on se prévaut là, c'est toujours d'une forme de lâcheté politique. Je répète, le réalisme politique dont on veut se draper là, c'est toujours l'antichambre d'une forme de lâcheté politique. La preuve, regarde, observez bien dans le vocabulaire politique ivoirien. Quand un homme politique ivoirien veut renoncer à ses principes sous prétexte de réalisme politique, il y a une phrase célèbre qui vont toujours citer. La politique, c'est la scène d'appréciation des réalités. Ça, quand tu entends un homme politique dire cette phrase-là, faut savoir que dans les jours qui suivent, il va renier ses premiers engagements. Alors, quand tu finis de dire tout ça, au nom de quoi est-ce que nous devons plier le genou devant une politique qui vise à se servir de l'appareil judiciaire pour éliminer des candidats? Au nom de quoi nous allons nous faire complices de cette politique-là? Au nom de quoi? Au nom d'un pseudo-réalisme politique. Qu'est-ce qui vous prouve que les 2 ou 3 supplétifs ou je ne sais même pas comment on dit, qu'on aura ajouté là, qu'est-ce qui vous prouve que eux aussi, ils ne seront pas victimes de cette politique d'exclusion là? Puisque le véritable sujet, c'est la politique qui consiste à instrumentaliser l'appareil judiciaire pour éliminer des adversaires politiques. Oh, Serge, tu vraiment Quand cette politique-là est Serge, au flanc, tu exagères même. Aujourd'hui, là, il dit au flanc. Ça veut dire en flanc, c'est quoi? Ça veut dire en baoulé que tu exagères. Ah, ok, d'accord. Pardon, j'avais Tu pas exagères. En fait, le débat là, c'est le courrier des Tomelo. Mais là encore là, LHDP. Je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer pourquoi ce courrier, à la rigueur, il est incongru. Voilà, je suis en train d'expliquer pourquoi il est incongru. Voilà. Donc, le véritable problème, hein, c'est la politique, comme je l'ai dit tantôt, qui consiste à se servir de l'appareil judiciaire pour éliminer des adversaires politiques. C'est ça qui est la vraie monstruosité à affronter. Donc, tant que cette politique-là est là, dussiez-vous mettre 1000 candidats, cette politique-là va s'appliquer 1000 fois. Donc, ça ne sert à rien de multiplier quelque chose qui va aller échouer. Il faut qu'on puisse nous dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si on est prêt à accepter que dorénavant, cela fasse jurisprudence dans notre ordre politique, qu'on puisse éliminer des candidats au motif divers de l'utilisation de l'appareil judiciaire. Mais donc ça, là, on ne peut pas accepter. Et pour l'instant, la personne qui est à l'avant-garde de ce combat-là dans notre camp, c'est le président Laurent Gbagbo. Et nous restons fermes et nous restons convaincus de notre position que le président Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection d'octobre 2025. Pourquoi est-ce qu'une lettre incongrue va venir essayer de semer le trouble dans notre camp avec des propositions, excusez-moi du terme, mais des propositions mais vraiment hors contexte? Pourquoi il y a 1 an, il ne l'a pas soulevé? Pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas eu le courage d'assumer sa proposition et même lui-même de se présenter comme alternative crédible? Donc, c'est tout ça qui fait que nous disons... 1 minute pour chuter. Hein. D'accord. C'est tout ça qui fait que nous disons... Excusez-moi, hein, mais bon, c'est vraiment...
c'est vraiment un épiphénomène, quoi. Ce courrier-là, ça va faire les choux gras d'un certain nombre de débats. Jusqu'au vendredi, ce sera passé. Et puis, à partir du week-end prochain, il y aura une nouvelle réalité qui va se faire. Et le débat, sinon le combat pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et sa candidature à l'élection de, comment on appelle ça, à l'élection d'octobre 2025 sera une réalité. Bon, maintenant, il y a des arguments qui disent qu'il faut une nouvelle RLE. Non. La cour, il est possible que la cour, que la cour constitutionnelle fasse injonction à, comment on appelle ça, à la CEI de l'inscrire sur la liste électorale. Donc, il n'y aurait pas eu besoin de RLE. Voilà. Donc, tout est possible encore. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est un courrier qui vient, bon, excuse-moi du terme, hein, ça vient juste, bon, enrichir 2 ou 3 débats périphériques, mais qui ne peut pas nous détourner de l'essentiel. Voilà. D'accord. C'est bien aussi. Président Parigo, tu as la parole. Aïe. Attendez, j'ouvre mon micro au fait. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. D'abord, je ne vois pas en quoi est-ce que Awa Dombelo a fauté. Ce qu'il a fait, on appelle ça le courage politique. Et je pensais que j'étais encore le seul courageux politiquement. Je pensais qu'il y avait plus d'intellectuels dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Être capable de proposer. Moi, je ne croyais plus à ça. J'ai vu la communication de M. Awa Dombelo, que j'ai eu la chance de rencontrer un jour à l'aéroport de Conakry, au moment où Alpha Condé était au pouvoir. J'étais allé en vacances. J'ai échangé brièvement avec lui. Un monsieur très chaleureux, un intellectuel hors pair, diplômé et un homme d'avenir. Maintenant, il vient de prendre rendez-vous avec l'histoire. Voilà. C'est comme Jean-Louis Billon. Voilà. Comme nous, quand on a la croisée des chemins, les hommes courageux. Et c'est ça qui fait de nous des hommes. Quand on est à la croisée des chemins, on prend la parole. Et on dit ce qu'on pense. C'est ça un intellectuel. L'intellectuel n'est pas là pour ménager les gens. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'il est dans une logique de division? Est-ce qu'on lit le contenu? J'ai fait un live ce matin sur sa lettre. Et en même temps, j'ai profité pour parler à nos gens de GPS. Parce que dans sa communication, il dit 2 poids lourds de l'opposition sont sur la liste rouge. 2 poids lourds. Et il cite le président Laurent Gbagbo, son camarade président. Et j'ai aimé la forme qu'il a utilisée. Sans le vouvoiement, sans son excellence. Ok? J'ai aimé la formule, la forme. Le camarade président. Voilà, ça, ce message-là, les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont tellement dans l'émotion, ils ne peuvent pas comprendre. Il serait dans l'ordre protocolaire, son excellence, monsieur le président. Il dit, le camarade président, il le tutoie. Il ne le vouvoie pas. Ça veut dire quoi? Il y a un message dans ça. Il montre un peu, ça dit, ce qui les unit. Ce qui unit Dombelo au président Gbagbo Laurent. C'est ce message-là qui tente d'abord de passer à tout le monde, aux gens d'ici et d'ailleurs. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les 2 poids lourds. Mais Guillaume Soro n'est pas dedans. Il n'est pas cité. Il ne cite pas son nom.
il ne parle pas de GPS, il ne dit pas que les 3 poids lourds. Or, après le président Laurent Gbagbo, dans l'ordre protocolaire, aujourd'hui, dans l'opposition en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui a le statut de Guillaume Soro. Il n'y a personne. Ancien Premier ministre, 2 fois. Ancien président de l'Assemblée nationale sous 2 législatures. Ancien vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ancien ministre de la Défense. Ancien ministre d'État. En qualité, on ne peut pas citer des poids lourds de l'opposition et puis ne pas citer Guillaume Soro. Et moi, les mots ont leur sens. Et je dis merci à Awa Domelo. Il ne se trompe pas parce que trop c'est trop là, où le Front commun là a paraphé un document, a paraphé une alliance qui a un contenu. C'est le PPACI et le PDCI qui ont signé. Et quand un camarade me dit aujourd'hui, mais le GPS va signer, qui va signer avec GPS puisque le GPS n'est pas reconnu? Heureusement que c'est cette personne qui m'attaquait. Heureusement. Et je lui ai dit, voilà, je suis à l'aise quand c'est toi qui poses la question. C'est pour ça, moi, depuis longtemps, là, nous, on a demandé qu'on crée les conditions d'un dialogue Ado-Soro. Parce que moi, là, je suis au pouvoir, je ne me considère pas dans l'opposition depuis le début. Hein. Depuis 2010, là, nous, on est au pouvoir. Hein. Y compris Guillaume Soro. Hein. Donc, quand je suis Guillaume Soro, c'est dans la logique de la régénération et d'un processus successoral au président Alassane Ouattara. Donc, c'est comme on est dans une grande maison, on sort d'une chambre pour entrer dans une chambre sans pour autant sortir de l'appartement. Se retrouver dans une posture extérieure à ce schéma-là nous conduit dans l'opposition, nous conduit dans une posture où on ne se retrouve ni en première position, ni en deuxième position. Comme je dis aux gens, on ne fait pas la politique pour aller au paradis. C'est un jeu d'intérêt. Et moi, mon intérêt, mon objectif, pour lequel je suis derrière le président Guillaume Soro, là, je l'ai affirmé haut et fort. Ça, là, ce n'est pas un débat. Donc, je dis merci à Awa Domelo d'avoir rappelé ça. Et merci aussi à ce camarade qui a dit qu'il va signer avec GPS. Mais si personne ne peut signer avec GPS, et pourquoi personne ne peut signer avec GPS? Donc, par là, ils ont acté que GPS n'existe pas. Que GPS ne peut pas signer. Puisque notre premier camarade, Kando Soumaoro, honorable, est en prison pour 2 mois pour avoir paraphé un document. Et à la signature du même document, Likman Kamara est présenté en tant que RGPS et n'est même pas invité à prendre la parole. Bon, moi, par rigolo, je ne suis pas RGPS. Je n'ai jamais été RGPS. Donc, le débat qui est là, pourquoi c'est dans 3 mois? Quand on va dire aux gens, on te demande d'embarquer dans un avion, et puis toi, tu sais que l'avion a un problème technique, mais tu embarques quand même. Puisque le chef a embarqué, donc on n'a qu'à embarquer. Et tu es conscient qu'il y a un problème technique. Mais si tu n'as pas dit ce que tu sais, et puis tu embarques, les Djoula appellent ça Ikela Yirefarsui. Pour traduire, nous là, on appelle ça, toi-même là, tu t'es suicidé. Donc, pourquoi ne pas avoir le courage de ses idées? Pourquoi, quand le monsieur dit, votre candidature là, bien qu'elle est réelle, il faut aussi permettre des candidatures de précaution, à moins que le combat qui est mené soit un combat personnel. Et j'ai aimé une intervention de Steve Biko qui dit
que les gens disent que nous menons le combat de Gbagbo. Que non, on ne mène pas le combat de Gbagbo, nous menons un combat avec Gbagbo. Mais Awa Domiro, là, combat qu'il mène là, c'est pour Gbagbo ou il mène avec Gbagbo? Moi, je suis d'accord. Et puis, je suis content parce que, même aujourd'hui encore... Président Parigo, 1 minute pour chuter, hein, pardon. Oh non, tu as laissé parler l'autre longtemps. Faut pas... Voilà, tu ajoutes. Donc... Ah, président, est-ce que tu viens de faire, tu t'en as pas, t'es pas rendu compte, mais tu viens de faire 7 minutes, hein. D'accord. Je vais aller à la conclusion, je vais prendre au moins 3 minutes. Le jeune de, je sais pas c'est quel pays là, de Norvège, qui vient aussi de demander la même chose. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'on veuille faire croire à l'opinion publique que nous sommes des démocrates, qu'on se bat pour la démocratie, alors qu'on est en interne, on n'accepte pas le choc des idées, la divergence d'opinion. C'est-à-dire, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, moi, j'ai horreur d'être quelque part où je n'ai pas le droit d'exprimer mes idées. J'ai horreur de ça. Bon. J'ai vu Oxford dire tout à l'heure Laurent sur la liste électorale. Et je vois candidat Laurent Gbagbo, PPAC. Bon. Or, l'élection présidentielle n'est même pas encore arrivée. Les candidatures n'ont pas été déposées. Les candidatures n'ont pas été validées. Comment se fait-il que la CEI peut publier un document pour dire candidat Laurent Gbagbo, PPAC? Bon, je ne comprends pas. Peut-être Serge nous dira davantage sur cette question-là. Mais ce que je veux dire, c'est comme le vient de proposer, c'est ce que nous on a proposé. Et si je ne proposais pas ça, c'est que je serais lâche devant l'histoire. Au moins là, il a proposé. Au moins là, Parigo a proposé. Qu'on soit suivi, qu'on ne soit pas suivi. Mais au contraire, c'est l'occasion de nous mettre en minorité. Mais et ne pas voir en ça une volonté de déstabilisation, ou de vassalisation, ou de balkanisation des partis auxquels nous appartenons. Qu'au moins, l'histoire retiendra que Awa Domiro a fait une lettre grave. Parce que la lettre que je vois, là, on appelle ça lettre grave. Et c'est une décision aussi grave. C'est comme aussi dire que GPS est dans une alliance, alors qu'on n'a aucun document, on n'a rien fait, on n'a pas discuté avec quelqu'un, on n'a rien. Et pour prendre aussi cette décision, je dis que c'est une décision grave. Une seule personne ne peut pas la prendre. Elle doit être discutée en interne. Et puis la majorité qui se dégage, cette décision est validée et s'impose à tous. Si elle n'est pas faite, alors nous sommes en droit d'exprimer notre opinion et puis respecter l'opinion des autres. Au moins l'histoire retiendra que nous là, on a dit, voilà ce qui est la meilleure des voies, la voie la plus sage et la voie qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup. Ismo le démocrate, vas-y. N'oubliez pas, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps, mais soyons mesurés. Non, merci. Aucune crainte pour ça. Merci et bonsoir à tous. D'abord, il faut comprendre que si Awa Domiro est obligé de faire une lettre ouverte de cette façon-là pour prendre l'opinion à témoin, tant sur le plan national qu'international, ça veut simplement dire que les discussions à l'interne ont buté sur des divergences très clairement. Donc pour lui, c'est une façon de dire, oui, je suis sensible à la cause de Laurent Gbagbo, mais en même temps que je ne suis pas indifférent à cette cause-là, mais pour nous, ce qui est important, c'est le parti et sa survie. Vous voyez, dans cette lettre-là, c'est ce qu'il dit en substance. Et il va encore plus loin. On pourrait expliquer que il est temps que le parti amorce un autre virage et qu'on sorte de ce processus-là qui veut que ce soit le culte de la personnalité au sein des partis, dans la mesure où l'organisation doit primer. Et il démontre très clairement les limites du gorisme, c'est-à-dire le Gbagbo ou rien, qui depuis 2011
n'a rien donné comme résultat probant, efficace, pouvant ramener le parti au pouvoir. Donc cette lettre-là, c'est une sorte de testament aussi. Vous voyez? Et quand vous lisez la lettre, et vous comprenez que le seul fait même de ne pas mentionner le nom de M. Guillaume Soro, ça montre que le parti est divisé sur le cas Soro. Vous voyez? Et ça, c'est très clair. Maintenant, il faut comprendre que, moi, je l'avais dit ici, sur ce même panel, et je pense que j'avais même fait une publication là-dessus, pour dire que il est impensable que en 2025, des partis comme le PDCI ou encore le PPACI de Laurent Gbagbo, qui s'est présenté en Côte d'Ivoire comme étant l'un des porte-flambeaux de la démocratie, en soit encore à ce stade-là, à cette obstination ou à cette lutte jusqu'au boutisme qui veut qu'une organisation comme un parti politique n'ait pas de plan B. Et cela symbolise un échec. Et justement, M. Awadou Melo, au travers de cette lettre-là, veut une rupture de banc. Après avoir constaté l'échec de toutes les stratégies mises en place jusqu'à aujourd'hui, il s'est dit il faut avancer. Et je comprends lorsque Daouda dit oui, il devrait se présenter, affronter, confronter et tout. Mais en même temps, Awadou Melo, comme mon cher frère président l'a dit tantôt, c'est pas quelqu'un qui est idiot non plus. C'est quelqu'un qui est très brillant et qui comprend et qui est observateur aussi et acteur de la scène politique ivoirienne. Il a compris que tous ceux qui ont essayé d'affronter le leader du parti en Côte d'Ivoire n'ont jamais réussi à faire chou gras. Ils n'ont jamais réussi à avancer quand on pense à un certain Zemogo, quand on passe à Kakabe ou encore la jeune Ounien et tout, Yasmine Ounien, et même pas très loin quand on passe à Guillaume Soro et à Mamadou Koulibaly. Et je pense que il a compris que ce n'est pas dans son intérêt d'aller à l'affrontement. Et même quand on regarde Jean-Luc Billon aussi, au risque de perdre cet héritage-là qui constitue, je vais dire, la masse acquise à cause de Laurent Gbagbo. Donc, il va stratégiquement, méthodiquement, vous voyez, pour essayer de trouver un consensus, un compromis, afin que le parti puisse sortir de cette léthargie-là. Parce que c'est une léthargie. Parce que c'est un échec si un parti comme le PPACI est incapable de trouver un plan B. Et il le dit très clairement, trouver un plan B ne signifie pas abandonner le combat pour la réinscription ou pour la réintégration de Laurent Gbagbo. Non, il appelle à la lucidité. Et le mot est là. À un moment donné, il faut que nous soyons lucides dans la politique que nous faisons. Et cette lucidité-là veut que le parti continue de vivre, même si un candidat est écarté, parce que le parti, c'est des milliers de personnes, même voire souvent des millions. Pourquoi est-ce que on va cristalliser le débat interne autour d'un individu alors qu'on peut en choisir plusieurs autres? Et c'est ce qu'il dit très clairement. C'est une nouvelle dynamique qui veut souffler dans le parti. Et c'est une nouvelle dynamique aussi qui veut ramener sur la scène nationale. C'est aussi un clin d'œil au PDCI. Pour dire que oui, c'est vrai, vous avez un leader qui a été écarté, mais vous avez beaucoup de personnes qui peuvent jouer ce rôle-là. Parce que la vie politique, on l'a remarqué, il le dit lui-même, la politique de la chaise vide n'a jamais rien rapporté à personne. Et l'histoire est là pour le démontrer. Et sur ce, je vais m'arrêter pour dire que cette lettre-là symbolise la cristallisation du débat à l'interne et l'impossibilité d'arriver à un consensus quand tu as des changements profonds dans ces partis-là, surtout le PPACI, mais aussi symbolise aussi l'architecture de tous nos partis aujourd'hui. Il est temps que nous, Ivoiriens, comprenons. Et c'est un message qu'il envoie aux citoyens, aux partisans de Laurent Gbagbo, aux partisans des autres partis politiques, pour dire que non, la vie politique d'un parti ne peut pas se résumer à la vie d'un individu. Les hommes passent, le parti reste. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour ta perspicacité.
Kokola Nzi, on va pour le dernier tour de parole. D'accord. Il ne faudrait pas que ça se termine avec moi. Je ne peux pas commencer et puis terminer, mais bon, après on verra. Alors, moi je pense que j'ai été très heureux d'écouter les deux derniers intervenants, mon ami et frère Daouda Kamara et Ismo. Je suis particulièrement heureux d'avoir été rejoint par Daouda Kamara sans qu'il soit Agni, comme moi, et sans être RHDP. Ça veut dire qu'on peut défendre des opinions et des idées sans forcément regarder la couleur de celui qui tient la parole, la couleur politique, ni ses origines. Donc, pour répondre un peu à mon ami et frère également, CJAC, pour dire qu'il faut rester au niveau des idées et ne pas trouver autre chose. C'est pas, je veux dire, c'est pas un débat intellectuel. Alors, dire que Laurent Gbagbo incarne la vision du PPACI, c'est vrai. Mais est-ce que la vision du parti est uniquement portée par un individu, fut-il le président du parti? Peut-être qu'au PPACI, c'est une vérité absolue qui est immuable. Ça, c'est leur affaire. Mais s'il va plus loin, je regarde au Sénégal, je vois que les choses ont changé. La vision était portée par Sonko, un homme charismatique qui était adulé par la jeunesse, que ce soit sénégalaise comme africaine. Diomaye Faye était pratiquement inexistant, personne ne parlait de lui. Mais comme ils ont un appareil structuré et qu'ils avaient un projet, ils ont réussi en 10 jours à transmettre la vision à celui qui était pratiquement inexistant et il leur a permis d'arriver au pouvoir. Et ça, c'est une leçon que la jeunesse devrait quand même apprendre. Et de dire aujourd'hui que la vision sont comme l'esprit, donc qui est dans un corps et qui disparaît avec le corps. Ou bien quand le corps disparaît, l'esprit va ailleurs. Mais ça, c'est une autre manière de réfléchir. Mais bon, ça, ce sont les jeunes du PPAC. Alors, je me demande si ce parti-là va pouvoir résister après Laurent Gbagbo. Après Laurent Gbagbo, c'est quand même un peu surréaliste d'entendre des jeunes tenir ce type de discours au XXIe siècle. Si votre leader n'avait aucun problème, mais personne ne peut imaginer se substituer à lui. Mais on vous dit, le monsieur, il a des problèmes. Mais bon, je crois que Daouda l'a tellement bien schématisé en disant, on dit à un avion qui présente un problème technique. Tu dis, moi, je vais monter. Mais tu es candidat au suicide. Ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Mais pourquoi prendre le risque? Je crois que c'est ce que Aouado Mole essaie de dire. Il dit, l'avion est en panne. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir un autre avion si on n'arrive pas à réparer celui-ci? Vous dites non, aucun autre avion n'est possible. Il faut prendre cet avion pour qu'on puisse voyager. Vous prenez un risque. Si à la dernière minute, le mécanicien n'a pas réussi à réparer l'avion, est-ce que vous allez voyager alors que le voyage il est crucial? Il est important pour votre survie. Donc, vous prenez de gros risques inutiles. C'est ce que le monsieur dit. Mais il faut des esprits éclairés pour pouvoir comprendre. Maintenant, ceux qui pensent, j'ai entendu le frère CAC dire que dans les 3 mois, là, Gbagbo sera sur la liste électorale, il va même jusqu'à inventer un pouvoir qu'il donne au Conseil constitutionnel. Moi, en tout cas, je suis en train de chercher quel est l'article qui permet au Conseil constitutionnel d'ordonner à la CEI donc de mettre le nom de quelqu'un sur la liste électorale. Vraiment, c'est un pouvoir extraordinaire. Hein? Et je comprends pourquoi en 2010, vous avez réussi à inventer des résultats de certaines régions, alors qu'il n'y a aucune loi dans le code électoral qui permettait au président du Conseil constitutionnel de le faire, mais vous l'avez fait. Donc vous pensez que le Conseil constitutionnel, il est Dieu, a peut-être beaucoup plus de pouvoir que le président de la République lui-même. Parce que moi, j'ai fouillé le code électoral, je n'ai pas encore vu un article qui dit, lorsque quelqu'un est retiré de la liste électorale, le Conseil constitutionnel a le pouvoir donc d'ordonner son inscription sur la liste électorale. Mais tout ça, peut-être que c'est des enseignements qu'on vous donne dans vos partis politiques, mais bon, vous pouvez croire à ça, c'est à vous de voir, mais techniquement, juridiquement, c'est impossible. C'est le débat interne. C'est le débat interne qui n'a pas permis de trouver un mécanisme d'accord. Ce qui oblige Domelo aujourd'hui à sortir. Parce que faire croire qu'au sein du PPACI, il n'y a pas un vrai problème, mais c'est se tromper.
Quand vous voyez la femme du président du parti, son hyper-présence, et qui fait beaucoup plus d'activités, je crois que Live TV a fait un débat là-dessus, mais c'est elle qui réunit les jeunes, elle réunit les femmes, et puis elle mène qu'on appelle des activités politiques plus que le vice-président les vice-présidents du parti ou les porte-parole du parti. C'est extraordinaire. Et si vous pensez que des intelligences, des gens qui ont été de la gauche et qui savent comment un parti politique fonctionne, comme les Ouaddomolo, même les Oubé Oulaye, qui sont des gens qui ont été nourris à la sève du socialisme et de la lutte politique, ils ne peuvent pas accepter que la femme du président prenne le devant alors qu'ils sont là, alors qu'elle n'a pas de responsabilité politique. Donc le débat interne, il est là. Et donc, si aujourd'hui le monsieur prend le courage de sortir, ça veut dire, d'abord, il a mesuré la portée de ce qu'il fait. Et Ismo a dit une chose qu'il faut contextualiser, c'est que les cas que tu as pris, les Emogo et autres, avec quel soutien face à un Alassane Ouattara qui était hyper puissant au sein du RDR, ou même Mamadou Koulibaly, donc dépourvu de tout moyen et de tout soutien à l'extérieur face à l'appareil du FI, impossible. Mais aujourd'hui, entre nous, redescendons sur terre, regardons Domelo, qui a passé les 15 dernières années à l'extérieur, pas en train de chômer, mais en train de travailler à l'international, soit avec des présidents ou avec des organismes internationaux. Et donc, naturellement, quand on est dans ce milieu, on se tisse des relations. Et je crois qu'il a réussi à le faire. Aujourd'hui, quand vous regardez au PPAC, même le président Laurent Gbagbo, il a quel soutien à l'extérieur? Rien. Les gens nous parlent de la Russie. Mais qui est la courroie de transmission entre la Russie et le PPAC? Mais c'est Ouaddomelo. Même au niveau de l'AES, le monsieur il vient de faire une tournée au niveau de l'AES. Les photos existent. C'est vrai, il n'a pas fait beaucoup de bruit comme Katinan qui allait donc se transformer en griot de ces gens. Mais lui, il a fait une diplomatie muette, mais qui parle fort. Et ça, il faut le prendre en compte, Ismo. Donc, le contexte aujourd'hui de M. Laurent Gbagbo, qui lui-même demande que ses militants cotisent pour fonctionner le parti, mais ça veut dire qu'il y a un problème même de financement du parti. Et comme la politique ne va pas sans les moyens matériels, il est clair que la bataille à ce niveau ne va pas se faire forcément en défaveur de M. Ouaddomelo. Il faut donc prendre ce facteur-là en compte. Que le monsieur s'est aguerri au fil du temps. Et en dehors de lui, quand tu prends les autres, Oubé là, il est sorti de prison. D'ailleurs, il était en exil, il n'a rien fait. Donc le peu d'argent qu'ils avaient, ils l'ont dépensé. Bon, il a donné député 3 millions par mois, c'est pas ce que ça peut faire. Katinan, il n'a aucune fonction. Bon, il est un fonctionnaire des impôts, il n'a pas plus de 2 millions par mois. Les autres, les enfants qui sont autour, qui font du bruit, les blaises là, ce sont des chômeurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Donc aujourd'hui, le seul qui a un peu d'argent, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même, à sa femme et ses fans qui prient. Mais après ça, vous avez Domelo qui vraiment aussi, par ses relations à l'international et le travail qu'il a fait, a réussi quand même à avoir quelque chose. Donc rapidement, je vais terminer pour dire, on ne fait que faire des analyses sans être vraiment dans l'appareil donc de nos amis, mais intellectuellement, on peut quand même aussi regarder ce qui se passe donc au sein du PPACI pour dire d'abord, le parti est fragilisé, vous avez 2 mairies. Cela a montré que le parti n'est pas fort sur le terrain. Et Laurent Gbagbo a montré son échec en créant le PPAC. Parce que je pense même que quand il était à l'extérieur, quand il était encore en Belgique, je crois que l'EDS a réussi à avoir 18 députés. Où ils ont gagné Yopougon avec les gens du PDC-IRDA. Mais quand il revient, que lui-même il est sur le terrain, il remporte 2 mairies. Mais ça attire l'attention des gens qui sont encore habités d'une lucidité. Parce que son arrivée, il a travaillé à diviser qu'on appelle ce qui restait. Or, il avait la capacité de profiter de sa victoire sur la CPI pour rassembler son équipe. Avoir l'intelligence nécessaire pour montrer qu'il est le leader. Des choses se sont passées derrière lui, il est capable donc de les surmonter et rassembler son équipe.
Au contraire, il est venu tout casser. En traitant à finissant d'enveloppes vides, en chassant Simon Gbagbo, en refusant de rencontrer ses anciens camarades, Mamadou Koulibaly et autres, en se repliant sur un petit clan, donc des caciques, des gens durs, je vais dire des radicaux, pour rejeter tous les autres. Mais aujourd'hui, son arrivée à la tête, qu'on appelle du PPAC, la création du PPAC, d'abord, tu as créé un parti politique qui a fait vraiment le Laurent Gbagbo, qui est le FPI, qui est son ADN. Mais tu viens, tu laisses, tu crées un nouveau parti. Pensez-vous que dans nos villages, les gens connaissent PPACI encore? Quand tu vas dire PPACI, c'est quoi? Mais si tu dis FPI, automatiquement, ils ont une idée, il y a une image qui arrive, c'est Laurent Gbagbo. Mais le PPACI, qui le connaît dans nos villages? Il va falloir prendre le temps de pouvoir se faire connaître. Mais tout ça a montré que le monsieur n'a pas fait preuve de leadership ou de pragmatisme politique, de réalisme politique, de courage politique, en ayant la capacité de laisser derrière lui les ressentiments et les problèmes qui sont passés pour voir l'intérêt et la nécessité de se mettre ensemble. Aujourd'hui, quand vous regardez le PPACI, quels sont les caciques qui sont là-bas? Ce sont les Blaise Las, les Fabrice Lago qui représentent le parti. Mais c'est un recul grave pour ce qu'on sait de M. Laurent Gbagbo, qui a réussi quand même à faire sortir des cadres importants à la lumière. Les Mamadou Koulibaly, les Ouraga Oubou, les Seri Bailly et les autres. Et j'ai fini pour vraiment remercier Daouda Kamara, qui est une lucidité extraordinaire, d'une honnêteté politique. Il aurait pu ne même pas être d'accord avec Awa Dombelo, qui n'a même pas cité son patron, Guillaume Soro, son leader, parce qu'il a carrément oublié. Mais il fait une analyse en disant, je suis d'accord avec le monsieur parce qu'il a un courage politique. Alors qu'il aurait pu jouer sur le sentiment de frustration en banalisant pratiquement son leader. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a encore des jeunes très lucides qui peuvent faire des analyses honnêtes, détachées de tout sentiment, de toute émotion et dire la vérité. Donc vraiment, merci, cher frère. On peut ne pas être d'accord sur l'approche des choses, mais quand même, quand quelqu'un a des idées, et qu'il a des qualités, il faut pouvoir les reconnaître. Ça ne diminue pas non plus tes qualités, mais bien au contraire, ça augmente celui qui se prête à les aider. Donc vraiment, Daouda, voilà ce que je tenais à dire. C'est un débat intéressant. Et... Merci beaucoup, merci. C'est la parole. Ok, alors d'accord, merci Daouda. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues. Hein. Première des choses, moi je ne sais toujours pas comment on arrive à partir des réseaux sociaux à connaître le montant des comptes en banque des gens, au point qu'on puisse dire que dans tout le PPACI là, il n'y a plus personne qui a de l'argent et que tout le monde serait indigent. Bon, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, bon, par expérience politique, hein, j'ai toujours peur des camarades dont les adversaires politiques subitement leur trouvent des qualités extraordinaires. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir d'une simple lettre qui aurait fuité, on trouve des qualités extraordinaires à Awa Dombelo. Bon, franchement, j'avoue que c'est surprenant. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, on est surpris d'entendre que c'est une bonne chose d'aller dans l'AES. Pourquoi? Parce que Awa Dombelo s'y serait rendu. Aujourd'hui, comme Awa Dombelo a fait quelques tournées dans l'AES, on trouve que c'est bien. On se souviendra qu'il y a quelques mois de cela, il y a des ministres de ce pays qui ont pratiquement ordonné ou voulu qu'on arrête Katina parce qu'il s'était rendu au Burkina. Bon. Je voulais vraiment, parce que je pense qu'on parle devant 600 personnes, c'est assez. Vraiment, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de mauvaises interprétations. Je n'ai jamais... Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je n'ai jamais dit ici qu'aller dans les pays de l'AIS, c'est une bonne chose. Vraiment, il ne faut pas faire ça. J'ai dit,
Est-ce que moi, je suis d'accord avec la Russie? Pourquoi? Est-ce que j'ai dit... Non, non, s'il te plaît. Pourquoi? Laisse, je vais m'en occuper. Laisse, non, non, c'est moi qui ai parlé, s'il te plaît, parce que c'est mauvais de faire de telles choses. Par exemple, pourquoi j'évite de monter sur le panel. Parce qu'à la fin, après, ça devient autre chose. Je n'ai jamais dit qu'aller dans les pays de l'AES, c'est une bonne chose. J'ai dit, le monsieur a leur soutien. Est-ce que le fait de dire qu'il est soutenu par l'AES, il est soutenu par la Russie, je suis en train de dire que ce qu'il fait est bon? C'est pas ce que j'ai dit. Vraiment, il faut te concentrer dans le débat et ne pas faire des interprétations que les personnes n'ont pas faites. C'est pas bon. Tu as plus l'habitude de faire ça. Et bon, ça, ce n'est pas bon. Parce que je vais préciser les choses, Kokora. C'est effectivement ce qu'il a dit. Ce qu'il était en train de mettre en perspective, c'est le fait que M. Awa Dombelo, qui depuis après 2010 a travaillé à l'international, il a du réseau, tout et tout. C'était le réseau de Dombelo qu'il était en train de mettre en exergue. Mais de la manière qu'il est en train de présenter la chose, c'est comme si, oui, il disait qu'il est parti dans l'AES, c'est ça qui est bon. Non. Ne faisons pas ça, c'est pas trop intéressant, tout et tout, voilà. C'est ensemble. Moi, même ici dans la douche, ils ont oublié de sortir une mouche de savon sur moi comme ça, venez parler. Vraiment pardonner. On est que 4, ne nous énervons pas. Voilà. Qui est énervé? Personne n'est énervé. Non, non, je sais que personne n'est énervé. La précision étant faite, c'est tu peux continuer. Ok, alors, donc je reviens. Je disais, j'ai toujours peur quand des adversaires politiques trouvent subitement des qualités extraordinaires à un de mes camarades de lutte. Vraiment, franchement, j'ai toujours peur. Voilà, parce qu'en général, ça n'augure rien de bon pour la suite. Aujourd'hui, on trouve que M. Awa Dombelo, là, il a des qualités extraordinaires. Voilà. Et que le fait qu'il aille dans l'AES, tout ça, ça contribue à ce qu'il ait un réseau, il ait de l'influence, etc., etc. Bon, ok, chacun appréciera. Alors, je veux, au risque de me répéter, un parti politique, son rôle là, c'est d'avoir une vision pour un pays, pour un peuple. C'est de dire, moi, je souhaite que mon peuple en soit à tel niveau, atteigne tel horizon. Et puis, cette vision-là, elle se trouve incarnée dans une personne. Il y a une personne qui porte cette vision. Mais porter une vision-là, excusez-moi du terme, ce n'est pas quelque chose de banal, et que à quelques mois des élections, subitement, on puisse trouver des générations spontanées pour incarner la vision. C'est-à-dire que, bon, c'est des pièces de Monopoly, et puis, bon, à tout moment, on joue au dé, et puis, comme un tel dé n'est pas rentré, donc on pousse tel pion. Non, la vie politique ne se passe pas comme ça. La vie politique ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi, quand vous êtes un homme politique qui accepte de s'assumer, il faut avoir le courage de ses opinions. Si dès le départ, on estime que telle option politique du parti n'est pas ou ne sera pas efficace à long terme, on s'engage. C'est-à-dire que quand vous êtes quelqu'un comme Awa Dombelo qui a de l'aura au sein du parti et que vous estimez, et que vous, selon vos analyses politiques, la candidature du président Laurent Gbagbo serait jamais acceptée et que donc c'est un combat qui ne va jamais aboutir, excusez-moi, mais vous portez votre courage et puis vous vous posez en alternative claire. Et puis au sein du parti, nous les militants, là, on apprécie. Qu'est-ce qui vous dit que si dès le départ, il avait montré son courage et puis il avait affirmé une telle position, qu'est-ce qui vous prouve que nous autres, on ne serait pas allés derrière lui? Mais non. On se planque et puis, au moment où le parti est fortement engagé dans une action terrain, on vient sortir des lettres, on ne sait pas, dont la fuite vient d'où. Et puis, bon, on veut se présenter comme une voie alternative. Non, excusez-moi du terme, ça, c'est pas du courage. Voilà, dans certains langages français, on appelle ça du tir au flanc. Voilà, dans le langage des militaires, on appelle ça une 5e colonne. Voilà, c'est une 5e colonne.
Et c'est pas bon. Voilà, faut pas être un grain de sable ou un caillou dans le pied ou dans les chaussures du parti. Voilà. Et malheureusement, les actions de ce genre-là tendent à se présenter comme des actions subversives. Le parti n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi je dis, ça va faire les choux gras pendant quelques temps, je pense jusqu'au vendredi. Et puis à partir du samedi, le parti va continuer, ça marche. Voilà, donc en réalité, ça n'aura pas servi à grand-chose. Parce que, comme on fait beaucoup d'allégories là, il faut revenir à l'allégorie principale. Non, ce n'est pas l'avion qui a un problème. Ce n'est pas l'avion qui a un problème. C'est l'environnement, c'est le ciel politique. C'est le ciel politique qui est ombrageux. Donc que tu prennes l'avion A ou l'avion B ou l'avion C ou l'avion Z, le ciel là, il est ombrageux. Mais le ciel, il est ombrageux parce que quelqu'un a décidé qu'en instrumentalisant la justice, on rend le ciel ombrageux. Donc, prends n'importe quel avion tu veux. Si le ciel, il est mauvais, il est mauvais. Et le problème, c'est que le ciel politique ivoirien aujourd'hui est mauvais. Donc, tu peux monter dans n'importe quel avion, ça va se cracher parce que le ciel est mauvais. Donc, ce n'est pas une question d'avion ou de personne. C'est que nous évoluons dans un environnement politique aujourd'hui qui tend à exacerber les différences et qui tend à exclure une bonne partie de la population ivoirienne. Qu'est-ce qu'on fait face à cela? Face à cela, il ne faut pas être un planqué de la dernière minute qui vient produire des lettres et que volontairement on fait fuiter pour que ton propre camp paraisse divisé. Ton camp n'a pas besoin de ça. Ton camp a besoin de rester dans l'unité où on est là. Et puis, on affronte. Il reste 3 mois avant les élections. Moi, je ne sais pas pourquoi des gens veulent s'ériger en prophète ou en devin pour nous dire que d'ici, même le 26 août, là, eux, ils savent déjà ce qui va se passer. Bon, c'est bien. Moi, j'aime les gens qui ont les dons de prophétie. Mais excusez-moi de ne pas croire en ces prophéties et de ne pas croire en ces prophètes. Pour moi, jusqu'à présent, le peuple ivoirien est dirigé par des gens raisonnables qui savent analyser les nuages qui se forment sur nos têtes et qui peuvent dire, au nom justement de l'intérêt général, on va faire en sorte que la compétition électorale là puisse être la plus fair, la plus équitable possible. Moi, je reste convaincu que chaque Ivoirien est habité de ce bon sentiment-là. Donc, je ne peux pas m'inscrire dans une logique de simple calcul politicien de dernière minute en disant qu'il faut mettre un plan B ou un plan C ou un plan Z. Ça, vous ne réglez pas le problème de fond, qui est que aujourd'hui, malheureusement, nous sommes un État qui est capable d'éliminer une bonne partie de sa classe politique pour diverses argumentations judiciaires. Et ça, c'est pas bon. Donc, alors, je voulais chuter là-dessus pour dire que, vous voyez, il y a depuis bien longtemps que les philosophes ont dit que la vérité n'est pas dans le nombre. Voilà. C'est pas parce que 1000 personnes disent ou répètent la même chose qu'elle se transforme en vérité. Voilà. C'est pas lié. Il n'y a pas de lien, de causalité. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, notre pays doit faire face à cet orage-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous tous, on plie le genou et puis on dit, bon, il n'y a rien à faire, tout va bien, madame la marquise, il n'y a rien à voir, circuler. Est-ce que nous tous, on fait ça pour que demain, d'autres scénarios se présentent devant nous et puis nous tous, on va pleurer et puis nous tous, on va constater le malheur s'abattre notre pays? Nous autres hommes responsables, nous disons non. On peut encore s'asseoir, on peut encore discuter de nos contradictions et puis on peut encore trouver des solutions. C'est juste une question de responsabilité.
plutôt que d'accepter le fait accompli, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la lettre d'Awa Dombelo, là, elle accepte le fait accompli. C'est-à-dire que vous ne pourrez rien, donc, trouver une sucette rapidement, là, pour que 2 ou 3 personnes aillent voter, pour donner un semblant d'apparence démocratique à l'élection qui aura lieu. Non, on ne peut pas rentrer dans ce jeu. Et je pense que quelqu'un comme Awa Dombelo est trop bon politique pour se soumettre à ce genre de, excusez-moi du terme, mais de défaitisme, ambiant là. Faut pas cultiver ce genre d'esprit là au moment où tous les militants sont engagés dans le combat. Voilà ce que je voulais dire. Et puis bon, merci beaucoup Daouda. Comme tu dis, c'est le dernier tour de parole. Merci. Président Paligo, vas-y pour ton dernier tour. D'accord. Le dernier tour de manège. Voilà. Je viens d'apprendre avec beaucoup de déception que les partis sont financés sur la base de fonds propres ou des comptes bancaires des uns et des autres. Vous savez, tout à l'heure, moi j'ai donné l'exemple de l'avion. Voilà. Et quand on parle d'un ciel ombrageux, quand le ciel arrive à ce niveau de risque-là, ce n'est pas la volonté ni le fait d'un individu. Ça relève de la divinité. Mais il appartient à ceux qui sont au sol de décider si l'avion peut voler. Si l'avion peut voler. C'est ma première fois d'entendre qu'un ciel soit ombrageux est le fait ou la volonté d'une personne ou de l'humain, tout court. Voilà, ça c'est des circonstances divines que nous ne maîtrisons pas. Même quand Noé était en train de faire son arc et qu'on annonçait l'orage, les gens se moquaient encore de lui. Et au moment où on demandait aux gens d'embarquer, malgré qu'ils n'ont pas contribué à la construction de son arc, il y a des gens qui ont embarqué quand même, et il y en a qui ont refusé d'embarquer, et ils ont continué à se moquer de ceux qui ont embarqué. Mais hélas, l'orage était là. Mais l'orage là, c'est pas un roi, c'est pas un empereur, c'est pas la méchanceté des hommes, c'est parce que le Seigneur en avait décidé ainsi. Vous voyez, souvent, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et c'est dommage. Dans un contexte aussi important, où on parle de la vie d'une nation, de la sécurité d'un pays, de la stabilité d'un pays, on mélange les humeurs, les états d'âme. Or, face à l'intérêt national, les humeurs et les états d'âme n'ont pas leur place. La question qu'on doit se poser, et c'est une question existentielle, à quel moment le porte-parole d'un gouvernement, le porte-parole d'un président ou d'un président de la République ou d'une personnalité va dire « je parle à mon nom personnel ». À quel moment? Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi Awa Dombelo, qui est vice-président du PPACI, écrit au président du parti? D'abord, les gens se sont engagés dans la logique de la niaiserie. Vous voyez, j'ai fait un live hier sur la lettre. J'ai dû couper le live parce que j'avais vu une vidéo de Steve Biko et une communication du PPACI qui disait que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que Awa Dombelo écrirait au président du parti. Et là, ils nous ont confirmé qu'ils n'ont jamais reçu une lettre. Là, on parle aujourd'hui de lettre qui a fuité, sans que ni Awa Dombelo, ni le PPACI puissent nous donner la piste de qui a fait fuiter la lettre. C'est-à-dire, on parle de fuite. À quel moment on parle de fuite? C'est celui qui a fait fuiter la lettre qui devait nous dire si la lettre a vraiment fuité. Awa Dombelo ne dit pas que la lettre a fuité. Le PPACI ne dit pas que la lettre a fuité.
Dans un premier temps, c'était la logique de la niaiserie. Dans un second temps, Awa Domelo vient confirmer qu'effectivement, j'ai écrit une lettre au président Laurent Gbagbo. Donc la fuite ne viendrait pas alors s'il y a fuite d'Awa Domelo. S'il y a fuite. Mais je ne sais pas d'où vient le mot fuite. Quelle est la logique? Quel est le poisson qu'on veut noyer? Est-ce la lettre? Est-ce le contenant? Est-ce le contenu? Je voudrais le savoir. Mais la question qu'il faut se poser, et pour moi là, c'est une question existentielle. Le vice-président du parti, qui est membre de l'exécutif du parti, écrit au président du parti. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que cela révèle? Le vice-président du parti écrit au président du parti. Est-ce que ça ne révèle pas quelque chose? Est-ce que ça ne révèle pas le manque de débat interne, de manque de débat contradictoire? Est-ce que ça ne révèle pas quelque chose? Est-ce que l'intellectuel que nous sommes, on se pose les vraies questions sur pourquoi le vice-président du parti, Awa Domelo, prend sa plume, écrit? Et pourquoi il écrit? Comme on le dit en Afrique, la parole s'envole, mais l'écrit reste. La question qu'il faut se poser, pourquoi Awa Domelo écrit? Il écrit pour laisser un témoignage, pour laisser une trace à la postérité. Il écrit pour alerter. Il écrit pour informer. Il écrit pour prévenir. Awa Domelo écrit. Dans un premier temps, on est dans la logique de la niaiserie. On ne nous a pas écrit. Et il y a un militant du PPACI qui nous dit ici qu'il y a fuite. Bon, dites-nous, avez-vous reçu une lettre? Si oui, nous on veut le savoir. N'avez-vous pas reçu de lettre? Si oui, nous on veut le savoir. Mais venez nous dire qu'on n'a rien reçu et en même temps on parle de fuite, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais la logique dans laquelle le frère est et il s'est exprimé sur la question tout à l'heure. Quand on veut étouffer la vérité, on discrédite la source de la vérité. Vous voyez, Kokora a dit quelque chose tout à l'heure, que Awa Domelo est l'homme des BRICS. Et il est le représentant des BRICS auprès d'un certain État. Et dans le cadre de ses missions, ça démontre un peu son ancrage relationnel dans ces régions, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit autour. Et quand notre frère a voulu encore transformer ça devant tout le monde, vous voyez, ce qui est en train de se jouer là, c'est que Awa Domelo tire sur la sonnette d'alarme. La question qu'on pose depuis longtemps, pourquoi il n'a pas adopté cette posture? Mais pourquoi le vice-président du parti, à 3 mois de l'élection, tire sur la sonnette d'alarme? Pourquoi? Est-ce que si le débat était posé, est-ce que si depuis le début, il a associé à la stratégie, est-ce que si depuis le début, il y a un débat interne, il y a un débat contradictoire, il y a le choc des idées, à 3 mois, allait-il écrire pour laisser des traces? Parce qu'il ne tire pas seulement sur la sonnette d'alarme, mais il laisse des traces pour la postérité. Parce que l'histoire retiendra que Awa Domelo aura écrit, il aura alerté, il aura prévenu. Chers amis, le débat qui est face à nous là, c'est un débat existentiel, c'est un débat important pour la survie de la nation ivoirienne. Souvent quand on parle, les gens nous disent, oui mais à votre temps là, pourquoi vous n'avez pas présenté du plan B? Mais à notre temps là, on a vécu, on a de l'expérience, mais notre temps, la suite de notre temps a conduit ce pays en guerre. La suite de notre temps, le manque d'alternatives, le manque de solutions B, parce qu'il n'y avait pas l'expérience de proposer autrement. Personne ne s'attendait que notre pays allait s'engager dans une guerre.
Mais il n'en demeure pas moins qu'en 2000, là, tous les candidats de l'opposition ont été exclus de l'élection présidentielle. En 2002, le pays est rentré en guerre. En 2010, on a eu une crise post-électorale sans précédent qui a fait plus de 3000 morts. Et là, nous sommes en 2025. Est-ce qu'il ne serait pas bien séant, face à l'urgence, que chacun dans son chapelet politique, puisse proposer des alternatives pour éviter à notre pays le chaos de 2002, pour éviter à notre pays le chaos de 2010. Parce que souvent les gens nous disent, mais oui, on est dans l'opposition. Parigo, on ne vous comprend pas. Vous avez fini de mener le combat. Et puis, à 3 mois, c'est là que vous mettez à terre tout le sacrifice que vous avez fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. J'ai dit, moi, je ne me suis jamais senti avoir quitté le pouvoir. Je ne me suis jamais senti avoir quitté le pouvoir. Je suis resté dans le pouvoir, je suis au pouvoir, en estimant que de Guillaume Soro, d'Alassane Ouattara à Guillaume Soro, que c'est toujours la continuité. Mais nous arrivons à un moment décisif. Maintenant, si Ado, supposons qu'il a perdu le pouvoir dans 2 mois, maintenant qui prend? Qui prend? C'est la question que je pose. Et j'attends les réponses. Qui prend? Et nous, là, on a alliance avec qui? On compte sur quoi? Donc, on rentre ici dans la logique du président Laurent Gbagbo qui dit « Je n'ai pas invité les partis, ce sont les Ivoiriens que j'ai invités. » Donc, nous, si on s'engage dans une alliance, on fait partie des Ivoiriens qu'il a invités, alors on est dans le combat de Gbagbo. Et supposons que Gbagbo est candidat, nous sommes obligés de voter Gbagbo parce qu'on n'aura pas de candidat à cette élection. Si Gbagbo n'est pas candidat, qui propose un autre candidat, nous sommes obligés de faire campagne pour le candidat de Gbagbo. Ne pas le faire. L'histoire retiendra que nous sommes encore des traites. Quand on aura dit oui à une alliance, alors qu'on n'a rien, on n'a aucun élément, rien n'a été respecté, on n'a rien signé. Donc, moi, j'en appelle à la réflexion. J'en appelle à la réflexion. Parce que, comme je le dis, je crois à la régénération de la vie politique. Que, ça dit, le cycle infernal dans lequel nous sommes depuis des décennies, où des Ivoiriens meurent à chaque rendez-vous, à chaque échéance électorale, puisse s'arrêter avec Alassane Ouattara. Que cette génération-là, qu'on tourne la page. Et je suis convaincu, tant qu'il y aura des gens comme les Awa Domelo, et j'en passe, la Côte d'Ivoire aura encore la capacité de se réinventer. La Côte d'Ivoire aura la capacité de se réinventer et de s'élever au-dessus des contingents du moment. Je m'arrête là, je vous remercie. Ismo, prends la parole. On dirait Daouda et l'input. Oui, merci. Merci, hein. Merci pour tout ce que j'ai entendu. J'ai fini. Oui. Merci, Président. Merci à tous aussi. Je pense que Serge et puis Kokora aussi. Et moi, ce que je comprends dans cette histoire, hein, par logique simple, parce que je reste convaincu que si Monsieur Awa Domelo a été obligé, par exemple, d'écrire cette lettre-là, déjà, c'est parce qu'il y avait une frustration. Et la frustration va être décuplée par le fait que, et on connaît la pratique en politique, Awa Domelo, il écrit une lettre après peut-être des discussions à l'interne qui n'ont pas abouti, et il prend M. Laurent Gbagbo à témoin, et cette lettre-là est récupérée et mise au rencard. On veut étouffer l'affaire, et pour que ça reste lettre morte. Frustré de cette situation-là, son propre camp organise la fuite. Et c'est ce qui se fait généralement dans une forme de logique aussi, hein, qui est normale. Parce que si, quand tu parles, quand tu es avec ta conjointe, par exemple, et que tu as des comportements malveillants et tout, et qu'elle essaie de te parler, que tu ne l'écoutes pas, et tu l'ignores et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, 2 options. Soit elle rend ça
public dans toute la famille ou elle rend ça public sur le marché, sur la scène publique. Et je pense que c'est le comportement, pour moi, c'est l'analyse, c'est l'analyse que j'en fais. Donc, quand on me pose la question, qui a fait fuiter? Pour moi, c'est très clair que la fuite, logiquement, pour moi, ne pourrait venir que de l'entourage de monsieur Awa Domelo, qui a tenu que le public, que l'opinion nationale et internationale soit au courant de la démarche qu'il a eu à entreprendre au sein du parti. Maintenant, il faut comprendre que cette lettre-là émane, comme je l'ai dit dans ma première intervention, de la confrontation de plusieurs visions qui se regroupent en deux. Hein. Pour ceux qui ont suivi la scène politique ivoirienne et qui ont suivi quand même le FPI et même ceux appelés aujourd'hui les GOR ici, qui avaient quand même préséance dans ce mouvement-là, il faut comprendre que vous avez cette vision-là qui incarne une forme d'authenticité dans l'illusion. Vous voyez, pour avoir été moi-même, je vais dire aux premières heures hein, de toutes ces analyses-là, de la cyberactivité sur Facebook et tout, et pour les avoir côtoyés, pour avoir mené des analyses aussi et pour avoir été attaqué à maintes reprises par eux, j'ai pu constater que cette façon de faire semblant de ne pas voir la réalité, de vivre dans une sorte de monde parallèle. Vous voyez, ça c'est la première vision là. Autour de Laurent Gbagbo, vous avez ce monde-là qui ont tendance à vivre dans un autre monde et qui ont tendance à octroyer à Laurent Gbagbo une force surnaturelle, un pouvoir, quasiment un destin divin. Vous voyez, cette vision-là, ils sont là. Ce qui fait que ça les éloigne de la réalité. Ça les éloigne de la solution. Ça les éloigne de l'efficacité. Ça les éloigne des résultats. Et maintenant, vous avez cette nouvelle vision aussi, qui est incarnée ici par peut-être le clan Awa Domelo, qui vise une certaine efficacité. Et le but, c'est d'avoir des résultats, d'être plus pragmatique, réaliste, orienté vers la recherche de solutions. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit ici. Face à un mur, on réfléchit. Comment on contourne le mur? Quelles sont les solutions qu'on a? Quelles sont les alternatives qu'on a? Et ça, c'est être réaliste. Vous voyez? Donc, ces deux visions-là s'affrontent. Mais en même temps, l'affrontement qui est là aujourd'hui, il faut voir que c'est aussi une façon de constater que ceux qui sont appelés aujourd'hui les GOR ont de moins en moins de pouvoir parce qu'ils ont eu à expérimenter leur stratégie et ça n'a rien donné. Donc les autres leur disent, on vous a laissé, vous avez accaparé le monsieur, le parti pendant des années, assez c'est assez, laissez-nous essayer autre chose. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quand j'entends souvent les frères nous dire que oui, c'est vrai, il y a de l'injustice. Oui, le sentiment d'injustice existe. Vous savez, les leaders des partis politiques sont écartés pour différentes raisons. Et cela peut susciter bien évidemment un sentiment d'injustice qui peut venir des partisans, qui peut venir de ceux même qui sont directement victimes de ce sentiment d'injustice-là. Mais si on prend l'exemple même de Sonko qui est souvent pris, Sonko, il avait été condamné sous Macky Sall, ce qui avait mis ce qui avait occasionné son inéligibilité, vous voyez. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. À l'époque, tout le monde disait que c'était injuste, que la justice était caporalisée, confisquée par le pouvoir en place et tout, et tout. Mais là, il a été Premier ministre aujourd'hui, son parti au pouvoir, mais il a été condamné. Il a été condamné. Et ce qu'il a sauvé par rapport à son éligibilité, c'est parce que Macky Sall avait déjà pris une loi d'amnistie qui les a tous protégés. Mais sous son propre pouvoir, il est condamné pour quelque chose qu'on estimait injuste pendant qu'il était dans l'opposition. Voilà pourquoi il faut faire attention. Moi, en tant que citoyen, je constate, oui, je dénonce les injustices avérées, mais pour ce qui est des sentiments d'injustice, je pense qu'on peut mener ce combat-là. Au PPACI, on peut continuer à mener le combat pour ramener Laurent Gbagbo ou encore tous ces leaders-là qui se sentent exclus. On peut continuer à mener ce combat-là, mais en même temps, on peut le faire de manière concomitante, on peut le faire de façon parallèle, tout en ayant des alternatives. Ce soir-là, vous n'avez pas sommeil quoi?
On dort Non, pas je- aujourd'hui là. On dort Non, pas j'étais- aujourd'hui. Bon, au moins, moi, je vais dormir. Moi, je vais Non, dormir. je suis, Ouais, allons-y dormir. Il est je l'heure. suis dans, Ok, tout en ayant bonne nuit. alternatives, tu vois, tout en ayant des alternatives, on peut mener ce combat-là ensemble, vous voyez. Donc pour moi, le fait d'avoir un plan B ou un plan C et tout ça, ça n'exclut pas le fait de poursuivre la lutte. Ça n'arrête pas cette lutte-là. Au contraire, c'est en gagnant que vous allez pouvoir réparer ce que vous estimez comme injustice. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous. Merci Serge Assé, merci à Kokoranzi, merci à Président Parigo, mon homonyme, merci à Ismo. Vraiment, merci à vous tous qui êtes en bas, je me blesser. Vous qui nous avez suivis durant tout le long de ce panel-là, vous voyez que souvent, on n'a pas besoin d'être aussi nombreux. On était 4, le panel était très bien. On a eu des arguments vraiment très bien. Parce que comme je le dis toujours, moi aujourd'hui, je vais organiser des panels de qualité. Voilà, je suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. Voilà. Je suis sûr que chacun de vous aujourd'hui, depuis en bas, a appris quelque chose, au moins sait quelque chose, retiendra quelque chose de tout ce qui a été dit aujourd'hui ici. En tout cas, je tiens à vous dire merci. Je suis encore dehors pour peut-être 30 minutes parce que je suis en train de griller ma dernière clope. Là, Parigo, bonne nuit à toi. Hein. Là, cette fois-ci, là, vraiment, c'est la causerie. Donc, vraiment, tous ceux qui ont envie de partir, vous pouvez partir. Kokora, on dit quoi? J'espère que tu as compris mon point de vue. Non, après les explications des uns et des autres, je pense que toi-même tu as compris. Non, c'est pas que moi-même j'ai compris, mais moi, mon point était clair. Oui. Comme Kokora est là, la dernière fois, j'avais dit quelque chose. Si vous regardez la lettre de Awad Domelo, il parle de transition de 2 ans. Tu te rappelles? Ok? Oui. Même si on organise les élections, que eux ils arrivent à gagner, ils comptent faire une transition de 2 ans. Est-ce que, au lieu de quitter dans le délai, dans l'ordre constitutionnel, parce qu'une transition nous enlève dans l'ordre constitutionnel, au lieu de quitter dans l'ordre constitutionnel, est-ce que moi, ma proposition là, est-ce que ça ne se retrouve pas dans sa lettre? Mais différemment, au lieu de parler de transition, on dit, on laisse Ado faire son autre mandat. Au cours de cet autre mandat, on règle tous les problèmes, de telle sorte qu'il n'y ait pas de décalage constitutionnel, de désordre constitutionnel. Voilà. Et puis, on repart sur de nouvelles bases en réglant les problèmes. Or, Awad Domelo, dans sa lettre, il relève que, absolument, même si eux, ils arrivent à prendre le pouvoir par extraordinaire, il faut une transition de 2 ans. Donc, moi, je fais une analyse. Et dans la même analyse, il dit, c'est impossible d'empêcher le président Ouattara de faire un autre mandat. C'est impossible. S'opposer à ça, c'est conduire la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Et moi, c'est l'abîme que je veux éviter à mon pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit, au cas où le président Ouattara n'est pas candidat et qu'il choisit un autre candidat, c'est-à-dire dans tous les cas de figure, la machine RADP va se régénérer avec un autre candidat. Mais ce candidat-là, il est parti pour combien d'années? Je te laisse dire à l'opinion. Il est parti pour 10 ans encore. Aïe. 10 ans, c'est pas 2035. Aïe. Oh, vraiment. Parce qu'en 2005, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Camarade, Daouda Camara, comme le pays a été géré avec des arrangements politiques jusqu'en 2010. Ou bien Daouda Parigo, tu sais, voilà pourquoi nous disons vraiment que le président Alassane Ouattara, jusqu'à présent, c'est le maître du jeu. Parce que le fait de ne pas donner une réponse en ce qui concerne les élections présidentielles 2025 et pour sa propre équation, il est candidat ou non, mais ça maintient tout le monde dans l'expectative. Et ça, c'est dangereux pour les adversaires. Bon, quand il n'a pas donné sa réponse, les gens disent non, il a peur. Au lieu de regarder plutôt, parce qu'aujourd'hui, là, comme tu l'as dit, admettons, fais une analyse absurde, hein, admettons, alors que ce n'est pas mon souhait, que le président de la République tardivement annonce qu'il n'est pas candidat et que le RADP se choisit un autre candidat. Est-ce que ceux qui se sont déjà préparés
à combattre son mandat vont pouvoir rester dans la même dynamique, ou bien ils vont eux aussi faire comme Alassane Ouattara pour se choisir un autre candidat parce qu'ils ont des problèmes. Voilà pourquoi la lettre d'Aouado Melo est intéressante au lieu. Moi, je ne suis pas son partisan ni rien. Et puis, je ne sais pas par malhonnêteté intellectuelle ou bien opportunisme politique que je le fais. Mais si M. Ouattara attend le plus tard possible, au cours du mois d'août, et puis il annonce que je ne suis pas candidat. Et vous savez très bien qu'en termes de parrainage, le RHDP, compte tenu de son ancrage national, véritablement national, peut réunir, c'est-à-dire un autre candidat peut réunir le parrainage en moins d'une semaine. Ce qui n'est pas le cas pour les autres partis politiques. Surtout sur le candidat de substitution que vous serez obligé de choisir et n'a pas le même aura que Laurent Gbagbo, il sera difficile de réunir les parrainages. Et ça va casser votre dynamique. Et ça, il n'y a rien à faire. Mais Kokora, je te fais une confidence. Tu sais qu'avant l'émission ce soir, moi j'ai appelé ça et là, tu sais, tu connais ma méthodologie. J'ai appelé, mais limite, j'ai assisté à une confession. C'est un aveu d'impuissance. Parce que, non, sérieusement, j'ai assisté à un aveu d'impuissance parce que c'est que j'ai cru entendre. Parce que je préfère rester dans le conditionnel et cru comprendre ce qu'il a dit. Mais il te dit clairement que, mais le gars nous dit on a qu'à prendre 2 ou 3 candidats. Déjà même pour trouver parrainage, même de Gbagbo, là, même là, c'est compliqué. C'est compliqué. À plus forte raison, parce que c'est en réalité, tout dépend des partis politiques. Parce que si tu dois prendre les 17 régions de la Côte d'Ivoire, c'est 43 000 parrainages que tu dois avoir. 43 000. Donc, soit la moitié en fait, 43 000 divisé par 2, tu as combien? Autour de 21 000 poussières, 22 000 à tout casser. Donc, ils doivent faire 22 000 fois 4. Tu t'imagines le travail que c'est? Et ça coûte. C'est pour ça. Non, ça coûte de l'argent. Et est-ce que ces moyens-là, aujourd'hui, là, le PPACI peut se le permettre? Moi, je me pose. Et justement, c'est ce qui fonde ma position pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, Aouado Melo, moi, j'aurais vraiment voulu qu'il ait le courage de dire je veux être candidat, point bas. Soit on te rejette, soit tu dis à Gbagbo Laurent, vraiment, le vieux, c'est bon, faut t'asseoir, donne à quelqu'un d'autre. Mais le fait de venir dire on a qu'à mettre quelqu'un d'autre sur toi, nanani, nanana, tout et tout, moi, je trouve que ça complique l'équation. Franchement, ça complique. Faut avoir le courage. Omo, faut cliquer dans ça. Quitte dedans. S'il te plaît, quitte dedans. Hein? Quitte dedans. Omo, dans ça. Ta voix porte. Je ne souhaite même pas que tu donnes ton opinion sur cette question. Contente-toi de poser tes questions. Mais j'ai fini de donner. Moi, j'ai fini de donner mon opinion le soir là. Maintenant, je te dis, arrête. Tu as déjà donné, maintenant, arrête. Allez là, Kokora, c'est à cause de ça, Kokora m'a appelé, Kokora voulait me frapper. Il dit non, Daouda, tu peux pas dire ça. Daouda, tu peux pas dire ça. Il dit Kokora, il a dit ça. Arrête, ça sert à rien. Parce que toi-même, ça risque même de t'écorcher, de te discréditer. Arrête, laisse tomber. Je sais de quoi je te parle. Laisse. Voilà, je vous souhaite bonne nuit, que Dieu nous bénisse. Voilà, non, vraiment, le débat c'était vraiment intéressant. Maintenant, là, c'est gré, on est en train de faire. C'est assez. Tu as fermé ton micro un coup comme ça, il y a quoi? Non, je vous écoutais. Ah, d'accord. D'accord, Herman a dit que ils ont passé une semaine de tranquillité sur le plateau. Dès que tu es arrivé à la bagarre a commencé, il dit non, mais Daouda était dans un goal. Ils aiment la bagarre. Non, mais moi, je soutiens la position de Gbagbo. Vous êtes 3 contre moi. En fait, et ça fait qu'on est dans un débat rhétorique. Mais dans un débat rhétorique, vous voyez que vous êtes 3 contre moi. Moi, je m'assois. Toi, Herman, tu vas parler. Élisée va parler. Marius va parler. Et puis moi, j'ai le même temps que vous. Non, vieux. Toi, tu me connais. Il ne va pas te laisser parler. Je ne vais pas te laisser parler. Moi, j'étais dans ma technique. Donc, du coup, il faut que j'occupe l'instant du moment là. Il faut que j'occupe l'espace de sorte que c'est moi, on va entendre. Voilà. Tu as vu que toi-même, là, quand il a fait ça là, ça t'a choqué. Ça m'a choqué. Il m'a fait que j'appelle Daouda avec le Serge,
16, je jure, Kokora m'appelle, tu étais avec moi en live, il m'appelle pour se plaindre. Pourquoi moi il défend la position de Gbagbo? Il dit mais c'est ce que moi il vais défendre. Parce que je trouve que Domelo n'est pas sérieux. Il n'est pas courageux. Hey. Moi j'aime les gens qui sont courageux. Au moins là, il n'a qu'à avoir le courage de Bion. Et puis tu dis ici candidat. Mais comme tu sais que... Non, en fait, Daouda, c'est pas... Moi, je pense que sans être dans sa tête et dans sa stratégie, tu sais, Domelo, et ça, c'est la meilleure des choses. Tu vois, ne pas affronter le président directement. Parce que s'il affronte le président directement, étant entendu que Laurent Gbagbo est un leadership fort, et on sait que ces éléments sont attachés à lui, même ceux qui seraient pour Domelo, ils seront hésitants pour ne pas froisser le vieux. Donc, il va en douceur, en faisant des propositions, pour essayer de convaincre le vieux, pour dire, ah, la réalité, nous tous, on se bat pour toi. Hein. Après, il a parlé de candidature de précaution, Daouda. Domelo, c'est un homme politique. Hein. C'est des gens qui ont grandi dans la lutte du, comment on appelle, c'est un trotskiste. Et ça, tu le sais très bien. Donc, il n'a pas envie d'aller frontalement comme Guillaume Soro l'a fait, comme Afi le fait avec Gbagbo, parce qu'en le faisant, ceux-mêmes qui étaient pour toi, par respect pour le vieux, seront obligés de dire, ah, c'est parce qu'ils vont voir ça comme de l'impolitesse. Et nous sommes en Afrique. Et donc, pour ne pas se couper de ses soutiens, parce qu'il est clair qu'il y a certaines personnes qui le soutiennent au sein du parti. Et donc, il va en douceur, en essayant de voir l'adversaire, la réaction de l'adversaire, comment ils vont réagir. Est-ce de la manière la plus brutale pour essayer de le casser? Là, à ce moment, à l'impossible nous n'est tenu, là, il peut sortir pour dire non, j'ai fait une proposition, mais vous avez vu la réaction de mes amis, donc qui ont littéralement, qui m'ont décidé de me bousiller. Mais en tant qu'homme politique, il ne va pas me laisser bousiller, tu vois. Donc, en ce moment, il se présente comme une victime, et la personne, donc, qui a proposé des solutions réalistes. Et là, ça le met à l'aise. Mais si tu vas dire non, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, comment on appelle, c'est moi qui le remplace, mon frère. Ça sera difficile d'avancer. Donc, dans tous les cas de figure, là, mais bon. Je pense qu'il est dans... Moi, j'ai bien compris. Sa position est très difficile à tenir parce que aujourd'hui, au PPAC, que ce soit au PPACI, au RHGP ou bien même dans n'importe quel parti, même au PDCI, on a trop de personnalités fortes. Bon, Abbas, tu vois que c'est exceptionnellement que je t'ai fait monter parce qu'à la vérité, je ne voulais pas faire monter quelqu'un ce soir parce que moi je m'apprête à aller dormir. Je suis en train de juste fumer 2-3 minutes. Ça ne sert à rien de faire monter les gens et puis après ils ne pourront pas s'exprimer, tout et tout, c'est pas bien. Voilà, matin on aura un très beau panel avec tout le monde pourra s'exprimer pendant 1 heure, 2 heures du temps, c'est mieux. Mais la nuit là, vraiment, je ne voulais pas faire ça public pour tout le monde. Vraiment pardonner. Andy, je sais que tu es en bas, mais toi, je sais que tu es au travail la nuit là. Tu es au travail, tu fais panel. On ne peut pas tout faire en même temps. Hein? On ne peut pas courir et puis se gratter les fesses en même temps. C'est pas possible. Il faut travailler, concentre-toi. Abbas, vas-y, donne ton avis. Je pense que tu as écouté pendant longtemps. On te donne 5 minutes pour t'exprimer. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Daouda. Effectivement, je ne vais pas être très long. Juste que, bon, écoute, la lecture de cette sortie du professeur Awa Domelo, écoute, je la prends avec un avis assez mitigé, c'est-à-dire qu'il y a un bon aspect, comme le frère Kokora l'a dit, c'est qu'il n'a pas osé aller de façon frontale, évidemment, ce serait vraiment suicidaire pour lui en ce moment, surtout dans l'état actuel des choses, mais en même temps, il ouvre une voie de réflexion, une alternative qui pourrait servir, en tout cas en cas de nécessité, s'il le faut. Après, l'aspect un peu négatif que j'y vois, c'est, bon, écoute, après, peut-être qu'il n'a pas été vraiment l'auteur, mais l'instigateur de la divulgation de ce courrier, là, forcément, au grand public. Mais j'estime que, aujourd'hui, la politique, plus que jamais, c'est vraiment, comme on le dit, la saine appréciation de l'instant présent, quoi. Voilà, parce que je crois qu'il y a quelques mois, il faisait une interview où, franchement, il déclarait, mais il clamait haut et fort son attachement sans condition au président Laurent Gbagbo et qu'il était prêt véritablement à le suivre, à suivre tous ses mots d'ordre, etc. et tout ça. Et puis quelques mois après, bah voilà un peu la réalité. Ça me fait en même temps aussi un parallèle avec la situation au Sénégal, la situation assez délicate entre Sonko et puis le président Diomaye Faye en ce moment, voilà, qui fait que finalement
comme on dit, celui qui est assis sur la chaise, c'est lui qui est assis sur la chaise, quoi. Voilà. Donc, plan B, ça peut être risqué ou bien ça peut, en tout cas, ça a son lot de risques aussi, comme on le dit en finance. Donc, il faut trouver des mécanismes pour mitiger, en tout cas, ces risques-là. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Dommage que je trouve que ça va quand même un peu fissurer l'opposition, voilà, un peu plus, surtout le PPACI, parce que vu les réactions, vu comment la chose est en train de prendre, je pense qu'il y a un camp qui a tout avantage à ce que ça soit vite su et qui a divulgué ou bien qui en a fait les choux gras de tout le monde. Et ça va encore fragiliser un peu plus l'opposition. Voilà. Et comme certains le disaient, la réaction assez tardive du président fait que le temps joue pour lui. Il a le temps pour lui et le temps joue en défaveur, en tout cas, de l'opposition qui ne sait même pas à ce jour qui véritablement ils vont affronter lors des élections. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire pour ne pas trop monopoliser Je souhaiterais dire rapidement. Hein. Alors, moi, je pense qu'il faut que les gens regardent encore l'émission au cours de laquelle Awa Domelo a intervenu sans réserve. Il a donné des réponses vraiment ambiguës. C'est vrai, il est attaché à Laurent Gbagbo. Mais il ouvre une autre fenêtre. Il dit ceci, Laurent Gbagbo a fabriqué plusieurs Laurent Gbagbo. Et que si demain il n'est pas là, un autre Laurent Gbagbo va porter la vision et le projet. Ça, c'est révélateur. Et c'est dans cette disposition aujourd'hui qu'il poursuit son action en disant, si Gbagbo n'est pas là, quelqu'un peut le remplacer parce que sa vision est portée par plusieurs personnes. Parce que chaque fois que vous regardez très bien, on pose la question sur la succession d'un leader et que le cadre ne veut pas ouvrir de fenêtre et dit non, pour le moment là, c'est lui ou rien. Tant qu'il est là, c'est lui. Mais quand il ouvre des perspectives, il faut faire très attention. Il a dit oui, c'est vrai, c'est lui, et c'est lui qui est là. Mais si, une fois le gars met si là, mon frère, il joue sa propre équation. Et ça, allez-y regarder encore son interview. Moi, j'ai bien écouté. Après sa lettre là, je suis allé réécouter l'émission. Mais j'ai compris que le monsieur n'était pas forcément dans le plan A à Z, donc qui est Laurent Gbagbo. Vraiment, il n'est pas dedans. Donc, moi, je pense que on va continuer la réflexion. Mais Kokora, tu sais qu'aujourd'hui, tu peux me donner juste 2 minutes? Non, tu auras 2 minutes même. Tu auras plus que ça. Je voulais savoir, pourquoi les PPAciens là, vous les PPAciens là, vous êtes bipolaires comme ça. C'est-à-dire que Kokora, tiens-toi bien aujourd'hui là. Quand j'ai fini de faire l'émission, je me regarder le live. Les PPAciens, je suis devenu leur chouchou, je suis devenu leur amoureux. Il dit mais merde, les CNC là, vous êtes bipolaires vous là. Après, ils sont polygames là. Daouda, ils ont beaucoup de femmes là. Donc moi je vais vous laisser Daouda, il est 1h du matin, Serge, bro. Ok, on va dormir. Donc, Ismo, il n'a pas son attrape de... Regarde, demain, Inch'Allah. Ouais, vas-y rapidement et puis on va aller dormir. Oh, bon, ok, d'accord, rapidement. Hein. Alors, bon, c'est Kokora qui disait que Awa Domelo, c'est un trotskiste. Voilà, bon, pour ceux qui savent pas, hein, Trotsky, c'était un communiste hein, au temps de l'URSS. Voilà, c'était un grand idéologue, voilà, du combat des bolcheviks à l'époque. Et c'est lui-même qui a pratiquement créé l'armée soviétique, voilà, qui a remporté la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à la mort de Lénine, il va se poser un combat pour savoir qui va gagner la succession. Et donc, ce combat-là va opposer essentiellement Staline, qui était le secrétaire général du parti, donc celui qui tenait l'appareil du parti. Ça va l'opposer à Trotsky, qui lui était le brillant intellectuel, le brillant idéologue, l'homme des idées. Et à la fin, c'est Staline, l'homme de l'appareil du parti. J'allais dire l'idiot, celui qui n'est pas allé loin à l'école. Celui qui est allez, je vais dire qui est l'idiot de service, c'est lui qui va gagner.
Et pendant longtemps, les intellectuels de gauche se sont posé la question, comment ça se fait que dans ce combat-là, ce soit, j'allais dire, le quasi-analphabète Staline qui a vaincu le brillant intellectuel Trotsky. Et vous savez, on en tire des conclusions avec ce qui se passe. Celui qui tient l'appareil du parti, il l'emporte toujours. Et je l'avais dit sur ton panel, Daouda, il y a quelque temps, lorsque à l'époque on parlait de Bion et de Tidiane Thiam. J'ai dit, Thiam tient le parti, Thiam tient l'appareil du parti. Thiam va s'imposer à Bion. Il va rendre Bion à sa portion congrue. Awa Don Melo, il est très conscient de cela. Il est très conscient de ce que sans le parti, il sera réduit politiquement à sa plus simple expression. Donc, la lettre qu'il vient de faire sortir là, elle lui sera politiquement dangereuse. C'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression que bon, ça crée un peu de division, mais je vous dis, l'effet là ne va pas dépasser une semaine. Parce que les trotskistes ont ce défaut-là, qu'ils ont peur du combat, ils ont peur de l'affrontement. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup dans le parti qui vont sortir pour soutenir la position de Awa Don Melo. Elle est peut-être intellectuellement brillante, elle est une alternative intellectuelle, tout ça. Mais comme je le dis toujours, les trotskistes ont ce défaut-là qu'ils privilégient l'idéal par rapport à la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes focus sur le combat. Si Awa Don Melo avait de si brillantes idées, il y a quelques mois en arrière, il aurait dû nous les faire connaître pour que ensemble, si on adoptait ces idées-là, ensemble, on voit comment les implémenter. Mais à 3 mois, aujourd'hui là, franchement, avec le calendrier que la CEI nous impose, franchement, je ne vois pas comment une candidature B ou une candidature C ou une candidature D serait possible. Parce que ça voudrait dire que déjà les presque, je ne sais pas combien de milliers de personnes qu'on doit rassembler sur les parrainages, on doit les multiplier. Pour quelle raison? Objectivement, pour quelle raison? Donc, malheureusement, comme tu l'as dit, hein, Daouda, il aurait pu être courageux il y a quelques mois et puis nous épargner cette petite... bon, je vais pas être méchant avec lui, mais j'allais dire cette petite fourberie là, il aurait pu nous épargner ça en étant plus courageux et puis en nous faisant savoir ses opinions. Voilà, mais bon, malheureusement, le courage n'est pas dans la nature de tout le monde. Il vient aujourd'hui pratiquement nous sortir ça. Mais bon, comme je l'ai dit, ça va pas aller bien loin. Voilà. Alors, donc je voulais chuter par ça et puis vraiment merci beaucoup. Et on est sans doute à demain matin. À demain matin. Allez, Serge, bonne nuit. Abbas, bonne nuit. Ismo, bonne nuit. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.